Donc, je reviens à mon affaire, pardon. Voilà, donc je vous disais, au début, le dividende conservé pendant un certain nombre d'années, N années. Et puis actualisé, donc actualisation annuelle. Là, vous avez en fait qu'un seul destinataire du flux de revenus, c'est l'actionnaire. Donc, l'actualisation se fait avec le coût des fonds propres, R indice petit c. On n'a plus
Est-ce que vous pouvez me donner la valeur de l'action? Alors, du coup, j'ai trouvé 189,38 €. Ouais, bravo. C'est ça? C'est ça. Oh, extraordinaire. Pardon? Ah non, je m'y attendais pas. Ah, carrément, mais ça, c'est extraordinaire, surprise. Non, c'est ça. C'est pas très compliqué, en fait. Il faut regarder de plus près. Est-ce que pour tout le monde, vous avez trouvé? La valeur suivante, 189. Je vais mettre virgule 4, hein, mais plus exactement virgule 38. Tout le monde a ça? Non. Ah, mince. Vous voulez la correction? Oui, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, la valeur de notre action. En fait, vous prenez la formule qu'on vient de voir. Vous allez, dans un premier temps, actualiser les dividendes des 4 années où vous connaissez une croissance soutenue. Et puis ensuite, on applique Gordon-Shapiro en l'actualisant. Donc, fin de la première année, vous allez recevoir 10 de dividendes. C'est la fin de la première année. L'actualisation va se faire avec le fameux taux de 12%. Fin de deuxième année. Le dividende anticipé est de 12. Vous l'actualisez toujours avec le taux de 12%. Alors, par contre, là, je suis embêté parce que moi, avec mon tableau blanc, je n'ai pas d'exposant ou de trucs un peu compliqués. Qu'est-ce que je peux vous faire? Si je vous mets chapeau 2, vous comprenez que c'est exposant 2? Oui. Parfait. Alors, on reste comme ça. Ça, c'est pour donc le dividende que l'on pense percevoir fin de deuxième année. Fin de troisième année, dividende anticipé de 13. Donc, de nouveau, c'est du 12% qui doit nous permettre de l'actualiser. Exposant 3. Fin de quatrième année, c'est 14 de dividende qui est anticipé, toujours avec 12% d'actualisation, exposant cette fois-ci 4. Voilà. Ça, c'est la première partie de la formule. À ceci, on va rajouter du Gordon-Shapiro de la manière suivante. J'ai besoin là du dividende de la cinquième année. Il ne m'est pas donné dans l'énoncé, mais je sais qu'à partir de la fin de la quatrième année, on rentre dans une période de croissance stable à un taux de 3%. Donc, a priori, le dividende qui devrait être obtenu fin de cinquième année sera le dividende de la quatrième année auquel je vais appliquer les 3% d'augmentation. Ça me fait D5. C'est de Gordon-Shapiro. Donc ici, je vais le diviser par la différence coût des fonds propres de la période stable moins le taux petit g. Le coût des fonds propres de la période stable est de 3 points inférieur à celui de la période précédente. J'étais à 12% en période de croissance. Donc ici, je vais être à 9%. J'enlève à cela le fameux taux de croissance de 3%.
ceci me donne alors la valeur de l'action au début de la 5e année, c'est-à-dire première année de la période stable. Et comme c'est quelque chose qui ne sera donc versé, ne sera obtenu qu'à la fin de la 4e année, j'actualise avec le taux de 12%. Et je fais 12% exposant 4. Pas très beau ce calcul, hein, fait comme ça. Une fois que vous avez fait tourner votre calculatrice, vous avez les 189,4 qui sont obtenus. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Bon, bah écoutez, parfait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de cette formule quand vous la voyez à l'œuvre? Par exemple, ceux qui ont un peu une fibre économique, par exemple, s'ils ont quelque chose à me dire. Même si vous n'avez pas la fibre économique, hein, vous avez certainement quelque chose à dire. Peut-être la comparaison entre la valeur de l'action et les dividendes. Genre, on voit bien qu'il y a un grand écart. C'est comme ils sont pas bien rémunérés, les actionnaire. Je ne vous ai pas forcément bien entendu. J'ai dit en fait la comparaison entre la valeur de l'action et les dividendes, ça se voit qu'il y a un grand écart et ça montre comme quoi les actionnaires ne sont pas trop bien rémunérés. Je sais pas. Oui, oh bah, ils ont. La dernière année, ils touchent 14. La 4e année, 14. Bon, bah. C'est pas tellement là-dessus que... Là, les chiffres sont tout un exercice. Parce qu'en soi, c'est pas. Mais de manière pratique. Je dis voilà, utilisez ce modèle pour me donner la valeur d'une entreprise qui est en train de connaître une croissance importante, un fort développement. Concrètement, comment vous faites? Parce que là, je vous ai tout donné. J'ai annoncé, j'ai mis des chiffres. Bon, c'est un énoncé, hein, c'est donc en partie déconnecté d'une réalité. Mais si maintenant, je vous dis, voilà, demain, vous allez voir l'entreprise machin chose, entreprise qui connaît un fort développement commercial, l'entreprise EcoSport, spécialisée dans la vente de matériel outdoor sur Internet. Faites-moi l'estimation en utilisant ceci. Elle connaît un fort développement de ses ventes. Allez, on y va. Il faut arriver à estimer les dividendes futurs et même la croissance au final. Bah ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien l'idée hein, où on me dit, allez, on va chercher alors 10 euros de dividendes anticipés fin de première année. Je dis oui, bon, bah ça, à la rigueur, on peut s'en sortir. Hein, on était en début 2020. Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme dividende fin 2020? Allez, on a un peu d'informations peut-être pour le faire. On vous dit, bah, l'année suivante, allez, 2021, le dividende, bah, il devrait être de 12. Ah ouais? Ouais, si vous le dites. Et puis alors, en 2022, de 13. Et puis alors, en 2024, il va passer à 14. Vous arrivez, vous, à imaginer un dividende dans 4 ans qui vous permette de faire des calculs? Ça veut dire que derrière, il faut espérer que vous avez un business plan qui a été monté.
Vous vous rappelez le chapitre 3 sur le diagnostic, le taux de croissance du bénéfice, etc. etc. Là, il faut quand même des prévisions qui soient sacrément solides. Et puis, là où ça se complique, c'est quand on vous dit ensuite, on aura 3% d'une croissance stable pendant des années. Déjà, la prévision de ça, moi, je dis bravo pour arriver à mettre les chiffres. Mais admettons. Mais c'est-à-dire que derrière, ce modèle-là, il y a quand même des points importants. Ça peut marcher pour quel profil d'entreprise, ce qu'on vient de voir ici? À maturité? Non, justement pas. Enfin, dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, vous êtes face à une entreprise donc, qui a dû faire déjà des bons choix. Vous êtes face à une start-up qui se lance sur un marché, parce que c'est ça qu'on nous dit, entreprise qui connaît un fort développement. Ok, donc on se lance sur un marché neuf, on fait les bons choix technologiques, les bons choix commerciaux, etc., etc. Ça nous assure une belle croissance. Ok. Et puis on arrive à maturité, où on vit une petite vie pépère à 3% de croissance par an. Donc ce qui veut dire que, est-ce qu'on est sur une technologie protégée? Est-ce qu'on est avec un secteur où on prévoit des barrières à l'entrée? Alors, on est sur un secteur qui a connu de la croissance, c'était lucratif, nickel. Et en fait, a priori, il n'y a plus de concurrents qui viennent nous embêter, tout est stable, il n'y a plus de guerre concurrentielle, il n'y a plus de guerre des prix, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire qu'on est face à des profils d'entreprise très particulières. On dispose d'un super avantage concurrentiel où plus personne ne peut venir nous embêter, où on a une technologie, on a choisi la bonne technologie depuis le début, et on ne va pas avoir d'autres alternatives a priori qui est proposée aux clients, voire carrément, on a un marché complètement protégé où personne ne vient nous embêter. C'est quand même très particulier comme situation. Vous ne pensez pas, vous? Donc ça, c'est un peu le problème de ce modèle à 2 périodes. Derrière, on a été sur des modèles à 3 périodes, allègrement. Par exemple, vous avez ce type de modèle-là. Je vous fais un petit schéma. Et en disant, effectivement, cette entreprise-là, elle connaît une croissance, elle connaît une maturité, donc la croissance est stable, oui, quelque chose de bien. Et puis on peut avoir une troisième période, elle se relance technologiquement sur un marché neuf, avec de nouveaux produits, une nouvelle technologie. Vous voyez la fameuse courbe en S. Et donc avec 3 périodes. La période de croissance soutenue initiale, la période de maturité et l'entreprise qui repart de nouveau en croissance importante parce qu'elle est relancée. Vous pouvez imaginer après 4, 5, 6, autant de périodes que vous voulez. Ce qui ne fait qu'empirer la question, parce que là, vous voyez, imaginez que je me situe dans cette période 3. Comment je peux imaginer mes dividendes de la période 3 quasiment être 10 ans, 15 ans avant? Puisque là, une nouvelle période soutenue, c'est-à-dire qu'on repart sur le dividende de l'année machin, elle serait de 12, l'année suivante, elle serait 13, l'année suivante, elle serait 15, etc. etc. Là, c'est les mêmes critiques que je vous ai fait pour le modèle 2, à 2 périodes, mais je dirais presque en amplifié, parce que là, qui aujourd'hui peut commencer à vous dire le dividende de cette entreprise dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans,
ça sera 13 euros, 14 euros, 15 euros par action. Vous voyez ce que je veux dire? On a raffiné, mais on n'a pas amené de solution. Vraiment. Alors ensuite, je vais changer de modèle, parce qu'on en a un petit dernier comme ça que je vais vous montrer, histoire de ne pas partir les mains vides. Ce serait trop dommage. C'est le modèle qu'on appelle le modèle H. Alors, ce modèle H veut améliorer le modèle précédent. Il est développé en 1984, de nouveau par deux Américains, Fuller et, j'aurais un peu de mal à le prononcer, Chia, qui est un Américain d'origine indienne. Et ils vont dire ce qui était fait dans le modèle précédent, le modèle à deux périodes, c'est bien, mais ce qu'on peut remarquer, et vous l'avez sans doute vu, c'est qu'on a le dividende qui d'une année sur l'autre a augmenté, mais on voit qu'on est face à quelque chose qui se ralentit au fur et à mesure des années. Quand je passe de 10 à 12 de dividendes, ben, j'ai 20% de croissance. Mais quand je passe de 12 à 13, ben, je suis en dessous de 20%. Et quand je passe de 13 à 14, je suis encore avec un taux plus faible. Donc, eux vont dire, on a comme ça une baisse du taux de croissance dans cette période soutenue. Et cette baisse, on va la dire linéaire pour que ça soit quand même un peu plus facile à calculer. Et ils vont le représenter, ceci, graphiquement, pour donner une jolie petite formule que vous allez beaucoup aimer. Le graphique est celui-ci. En abscisse, on va mettre le temps. Et en ordonnée, on va mettre notre fameux taux petit g. Et ça va donner cela. Dans un premier temps, jusqu'à l'année N, on est dans cette période de croissance soutenue, mais le taux, petit g, est décroissant linéairement. Et au-delà de l'année N, on arrive dans la période de stabilité de la croissance. Et donc, petit g est constant à partir de là jusqu'à l'infini, si on veut. Ils vont, je ne vais pas tout mettre d'un coup, j'en mets trop là. Ils vont appeler grand H la moitié de la période de croissance. Donc ici, si vous voulez, H, c'est N divisé par 2. Si j'ai ma période de croissance qui est de 4 ans, H sera égal à 2 années. On a deux taux qui vont être distingués. Le taux G petit a, qui est en fait le taux de croissance des dividendes au début de la période de forte croissance. Et G indice petit n, qui est le taux de croissance des dividendes lorsqu'on rentre en période de stabilité. Une fois qu'on a pris un peu connaissance de ces différentes petites abréviations, eh bien, voilà la jolie petite formule qu'ils nous ressortent. Voilà à quoi est égale la valeur d'une action. On va rester un tout petit peu là-dessus. Et vous voyez, ben voilà, on est sur un modèle où, effectivement, il y a deux périodes. Il y a deux périodes. Donc, on a une période qui est la période de décroissance du taux.
eh bien, cette décroissance linéaire, cette droite linéaire, on va prendre la pente de la droite, si vous voulez, son coefficient. Et pour l'obtenir, eh bien, il nous faut un petit calcul en disant, je prends h, la demi-période, que je multiplie par la différence entre le taux le plus élevé et le taux le plus faible de cette période de croissance soutenue. Je fais donc G petit a moins G petit n. Et ça, je l'applique à la formule Gordon-Shapiro, que vous reconnaissez ici. Ça va me donner la valeur de l'action, enfin la partie de la valeur de l'action sur la période décroissante. Et puis ensuite, la deuxième partie, la partie stable. Là aussi, c'est du Gordon-Shapiro classique. Mais ça sera la valeur du titre auquel on a appliqué la croissance G petit n. Donc on prend du Gordon-Shapiro multiplié par 1 plus G petit n. Voilà cette formule de Fuller et Chia qu'on appelle le modèle H. Vous comprenez aisément pourquoi. Ce qui est à noter, c'est que dans leur formule, eh bien, ils se sont débrouillés pour ne pas mettre un dividende anticipé, une estimation, mais au contraire, le dividende zéro. C'est-à-dire en fait que le dividende que l'on connaît. Quand je commence mon année 1, je suis en janvier par exemple, de l'année 1, je connais le dividende zéro puisque c'est celui de décembre de l'année précédente. C'est le dividende de l'année 0. Donc par exemple, si je commence 2020, eh bien, je connais le montant du dividende 2019. Est-ce qui me permet de faire mon évaluation d'action? Elle est belle cette formule, non? Juste, monsieur, Oui. il y a une raison que les deux parties de la formule, elles soient inversées par rapport au temps? Ou c'est, enfin, Ah, dans les crochets? non, mais Non. enfin, que H, GA moins GN, ça soit la deuxième partie, donc ça soit le moment où c'est stable et que le début, ça soit après. Non, ça n'a aucune importance. Que c'est... En fait, quand vous allez développer, vous avez deux parties de la formule dans une addition. Oui, oui. Donc Mais c'était... l'un soit avant l'autre, non, ça n'a aucune importance. Ok, ok. C'est vrai que visuellement, ça peut peut-être nous tromper, mais Ok, merci. c'est... en soi, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, il ne reste plus qu'à l'essayer, cette petite formule. Je sais que vous en mourrez d'envie. Ça tombe bien. Vous avez un petit exercice derrière, enfin un exercice, très modestement, une application. Une société qui a versé un dividende de 10 euros, notre fameux des zéros. On pense qu'on aura un taux de croissance de l'ordre de 8%. Et puis, au bout de 3 ans, la croissance va se stabiliser à un taux de 4%. Et bien sûr, linéairement, on a une diminution de ce taux de croissance. Le coût des fonds propres de la société, quelle que soit la période, là je voulais, c'est simple, mais on aurait pu en avoir deux. Le coût des fonds propres est de 10%, donc ça vous fait RC1, RC2, etc. Et je vais vous demander de faire une estimation avec deux méthodes. La méthode du modèle H et le modèle précédent à deux périodes. Donc dividende actualisé à deux périodes. Et puis on va regarder ce que ça donne si on est face à quelque chose qui est très différent ou pas, suivant les méthodes utilisées. Pas mal. Est-ce que vous avez trouvé 183 et quelques pour la première méthode, la méthode H? Oui. Est-ce que pour les autres, pareil?
Donc, est-ce que j'ai peut-être pas besoin de vous donner la correction pour la méthode H? Vous avez le résultat. 183,33. Il a détaillé quand même, monsieur. Bah écoutez, volontiers. Merci. Alors, on va détailler. Vous avez la formule pas trop loin sous les yeux. Au début, je pars sur de Gordon-Shapiro. Je prends le dividende connu. Donc, on a versé 10. Ensuite, je le divise par le fameux taux de 10% des fonds propres moins le taux de croissance stable de 4%. Puis ensuite, je me retrouve avec le gros morceau qui est le crochet de la formule. Ça fonctionnera de la manière suivante. Une première partie, c'est 1 plus G plus N. Donc 1 plus 0,04, les 4% de croissance stable. Puis, on rajoute ensuite la deuxième partie de ce qu'il y a dans le crochet, c'est-à-dire que je prends H. H, c'est la moitié de la période soutenue, enfin de croissance soutenue. C'est une période de 3 ans. La moitié fait donc 1,5. Ce 1,5 étant multiplié par la différence entre le taux initialement connu au début de la période soutenue, 8%, moins G petit n, c'est-à-dire le taux à la fin de la période soutenue, nos 4%. Et si je n'ai pas fait d'erreur de frappe, on ne doit pas être mal. Vous devez trouver 183,33 et puis des 3 qui vont très très loin derrière. Voilà, pour ce modèle-là. Donc très souvent, c'est au niveau de H qu'on a des hésitations. Il faut bien se rappeler, c'est je prends toute la durée de la période de croissance soutenue et je la divise par 2 pour obtenir H. Ensuite, eh bien, on a l'autre modèle. Le modèle à 2 périodes. Donc, ce modèle à 2 périodes, vous vous souvenez, je prends les dividendes de la période de croissance soutenue que j'actualise. Et puis ensuite, j'ai le modèle Gordon-Shapiro à partir de la période de stabilité actualisée. Et là, vous allez me dire quand même que vous avez peut-être eu un souci. Parce que vous avez un petit problème de dividende. Vous connaissez le dividende des zéros, mais les suivants, vous ne les connaissez pas. Enfin, plus exactement, ils ne vous sont pas donnés. Donc là, je vais essayer de me bricoler un petit truc. Je vais prendre des zéros. J'ai besoin de D1, D2, le dividende de troisième année, enfin de fin de troisième année, et puis je vais m'apprêter à aussi chercher le dividende N plus 1, celui qui sera dans la fameuse formule de Gordon-Shapiro. Des zéros, c'est donc celui qui m'est connu, il est de 10. Que peut bien valoir D1? D1, j'ai des taux de croissance qui me sont connus. Parce que sur la première année, j'ai un taux de croissance de 8% qui s'applique. Ce qui veut dire que le dividende, D1,
va être une augmentation de 8% du dividende D0. D1, c'est 10,8. Ouais, mais en D2, je suis embêté parce que je n'ai pas de pourcentage de croissance. Le seul pourcentage qui m'est connu, c'est qu'on me dit qu'à la fin de la période de croissance, on passe à 4%. De combien, à votre avis, peut être le taux de la deuxième année, le taux de croissance de la deuxième année? Je vous aide, le taux de croissance diminue linéairement sur cette période. 6. Bravo. Quel peut être le taux intermédiaire entre 8 et 4? C'est effectivement 6%. Donc, D2 est une augmentation de 6% de D1, ce qui me fera du 11,45. D3, eh bien, c'est la période où on est en fin de croissance soutenue. On est arrivé à 4%. Donc D3 va être de 4% supérieur à D2, qui vous fait du 11,91. Et puis, comme je me prépare ma formule Gordon-Shapiro, ça sera D4 qui rentrera dans la formule. On est en période de croissance maintenant stabilisée. Tout est à 4%. Donc, le dividende 4, ce sera une augmentation du dividende de manière à atteindre 12,38. Voilà. Pour obtenir ce qui me manquait, mes dividendes. Avec ces dividendes, on est quasiment sauvé. On peut partir sur notre formule pour trouver la valeur de l'action. Comme on l'a fait tout à l'heure quand on était sur le modèle à 2 périodes. On a donc le dividende de l'année 1, dividende anticipé à 10,8, que l'on va actualiser avec 1 plus 0,1, c'est-à-dire 10% de coût des fonds propres. Le dividende 2, 11,45, lui aussi est actualisé, toujours au taux de 10%. Ça sera exposant 2. Le dividende 3, 11,91, connaît le même sort, actualisé lui aussi à 10%, exposant 3. Et puis on arrive à la fin de notre formule. Cette fois-ci, je me fais du Gordon-Shapiro, je prends des 4, c'est-à-dire 12,38, divisé par la différence coût des fonds propres, 10%, auquel je retranche le fameux taux de croissance stabilisé, c'est-à-dire 4%, et tout ceci, comme ça doit être actualisé, je le divise par... Pardon, pourquoi je fais multiplier? Je le divise par 1 plus mes 10% coût des fonds propres en se situant fin de 3e année. Ceci étant fait, vous allez
certainement me trouver une valeur de l'action à 183,27. Très proche de ce qu'on a vu juste avant. Est-ce que ça va pour vous? Parfait. Voilà, j'ai terminé avec ce chapitre sur l'actualisation des dividendes. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, c'est une approche plutôt simple des choses, qui essaye de faire du sur-mesure, et de plus en plus. Ce côté simple fait que c'est des modèles qui sont très utilisés, alors qu'ils sont à la fois très très sensibles. Ça, je voulais montrer avec Gordon Shapiro un petit peu. Très très sensibles à une variation, une mauvaise estimation d'un taux. Et puis repose quand même sur des hypothèses qui sont quand même des fois un peu rock'n'roll quand même. Ou très datées, en tout cas. Mais comme je vous l'avais dit, comme c'est les modèles qui sont très 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 utilisés, tout le monde utilise les mêmes modèles, arrive à peu près à la même conclusion, et en gros se porte acheteur ou vendeur sur des éléments très simples, très autoréalisateurs. Mais ça, c'est le principe de notamment la bourse. Est-ce que je peux quitter ce tableau blanc? Oui. Ok, on va le quitter, on l'a bien vu. Et je vais vous emmener sur maintenant ce qui est le 6e chapitre. Si vraiment vous avez des questions sur celui-ci, je le passe très vite, parce que oui, il n'y a quand même pas de trucs très compliqués. Une fois qu'on a vu les formules, on a bien tout vu. Je vais vous emmener sur donc ce 6e chapitre. Pour aborder en fait ce qui est le fond du problème de la plupart des méthodes, que généralement tout le monde a esquivé jusqu'à maintenant. C'est le problème de oui, mais le taux d'actualisation, où on le prend? Parce que dans tous les exos que vous avez pu rencontrer, les applications, les études de cas, je pense que pas mal de mes collègues, quelles que soient vos formations, vous ont donné, on vous dit toujours, pour actualiser, vous prendrez un taux de 30%. Bien, super. Mais personne ne vous a dit d'où il venait, comment il était calculé. Est-ce que je vous disais au tout début de ce cours, vous êtes certain, ça fait des années qu'ils prennent le même taux pour faire des actualisations, alors que, vous êtes sans doute d'accord avec moi, si vous actualisez une somme à un taux de 8% ou de 10% ou de 12%, le montant obtenu peut être assez radicalement différent. Vous ferez vos petits essais, si vous voulez, et que le taux, c'est quand même un des éléments les plus importants de ces calculs. Si vous avez un taux d'actualisation qui n'est pas le bon, la valeur que vous allez donner ne ressemble à rien. C'est tout le problème. Et donc, maintenant, on va aller regarder ça de plus près. Donc, l'idée est là. C'est que derrière, on a pas mal de petites choses à aller voir. Je commencerai par m'intéresser au principe général, donc la fameuse formule du taux d'actualisation. Et puis après, j'irai lever ou tenter de lever une partie des problèmes que l'on rencontre. On va bien s'amuser.
Donc, ce PowerPoint, hein, vous le trouvez également sur Moodle. Ne vous inquiétez pas, il doit faire 3 ou 4 pages la plupart du temps. Le reste, c'est sur le tableau que ça se passe. Donc, je vais rejoindre mon tableau blanc. Si vous avez le plan pas loin, ça serait pas mal. Mais de toute façon, j'ai le mien, donc je devrais m'en sortir. Principe général de l'actualisation. Vous avez dû voir, dans le pire des cas, l'année dernière, mais ça peut être aussi un peu avant, que très souvent, on utilise un taux qu'on appelle le CMPC, coût moyen pondéré des capitaux. On est d'accord. Et la formule de ce coût moyen pondéré des capitaux, la connaissez-vous? Et donc, ce coût moyen pondéré des capitaux, vous l'obtenez de la manière suivante. Vous pondérez les 2 grands types de capitaux que peut avoir à sa disposition l'entreprise, les capitaux propres et la dette financière. Donc la formule est la suivante. Vous direz, je prendrai tout d'abord le coût des fonds propres, R petit c, pondéré par ce que représentent les capitaux propres dans l'ensemble des capitaux disponibles. Donc je prends valeur des capitaux propres divisé par valeur des capitaux propres plus valeur de la dette financière. Et puis, je vais faire la même chose avec le coût de la dette. Pour ceci, je prends donc R petit d, le coût de ma dette financière. Vous avez peut-être dû voir, dans la formule telle que je veux l'exploiter, ce n'est pas bien important, que ben oui, le coût de la dette, ça fait de la charge d'intérêt. S'il y a de la charge d'intérêt, il y a de l'économie d'impôt qui traîne. Vous vous souvenez, souvent, on m'a vu prendre, appliquer un coefficient de 2/3 à ce type de coût. Et 1/3, c'est en fait tout ce que j'ai économisé sur mon impôt. Et je le pondère en faisant valeur de la dette financière divisée par l'ensemble des capitaux disponibles. Voilà la belle formule du CMPC pour ceux qui avaient momentanément un petit souci. Qu'est-ce que vous en pensez de cette formule? Juste une question. Pourquoi excusez-moi. Par contre, si vous pouvez parler plus fort, parce que je ne vous entends pas bien. Alors, en fait, pour le VCP plus VDF, pourquoi vous ne remplacez pas par VGE? La valeur globale de l'entreprise? Oui, parce que finalement, c'est la même chose, non? Vous pourriez faire ça. Mais ce n'est pas tellement le problème. Parce que vous voyez, comme je pondère VCP et VDF, l'idéal, c'est de retrouver encore VCP et VDF. Mais on pourrait mettre VGE. Ok. Mais ce n'est pas tellement là le problème. Ce que vous dites m'intéresse beaucoup, par contre. Quelle est quand même la faille, le truc qui peut m'embêter dans cette formule? À quoi me sert le CMPC? À actualiser la valeur de l'entreprise, justement. Ouais, et donc qu'est-ce que j'ai dans ma formule? J'ai la valeur de l'entreprise. Donc, c'est pas un peu embêtant, ça? Bah si. Oui, on est d'accord. Je cherche, en gros, la valeur des capitaux propres. C'est un peu ce qu'on fait depuis le début. On se dit, qu'est-ce que vaut une action? Qu'est-ce que vaut un titre de capital? Ah bah oui, j'ai une solution. Je peux prendre des flux de trésorerie, des dividendes que j'actualise grâce, pour certains, au CMPC. Ah bah oui, mais regardez. Pour pouvoir avoir mon CMPC, j'ai besoin de la valeur des capitaux propres. Et grâce à la valeur des capitaux propres, j'obtiens le CMPC qui me donnera la valeur des capitaux propres.
C'est pas un peu ennuyeux, ça? C'est pas un peu circulaire comme approche? Non? Donc, pour dépasser cela, il y a une pirouette qui a été mise en place pour la pondération. Eh bien, on va dire qu'en fait, la pondération est issue de la structure financière souhaitée pour l'entreprise. Par exemple, on vous dira, on aimerait que l'entreprise soit à moitié financée par ses capitaux propres et à moitié par sa dette financière. Résultat, je fais 1,5 fois RC plus 1,5 fois RD, et hop, pirouette, réussi. Mais ça reste une pirouette quand même. Est-ce que ça va? Je vais vous embêter là. Ça, j'ai moyennement compris ça, la coup de la pirouette. Les concepteurs du CMPC s'en sortent un peu avec ce qu'ils ont sous la main, ce qu'on appelle les moyens du bord. Quand on leur dit oui, mais pour obtenir la valeur des capitaux propres, vous avez besoin de la valeur des capitaux propres, ils vous disent oui, non, mais là, on ne s'est pas bien compris. On va plutôt nous réfléchir en termes de cible, de souhait, en termes de structure financière. On dira par exemple, nous, on voudrait que les capitaux propres représentent X% des fonds utilisés. Et à partir de là, si je vous dis par exemple, capitaux propres représentent la moitié des fonds utilisés. Bon voilà. Si les capitaux propres, c'est la moitié des fonds, ça veut dire que la dette, c'est l'autre moitié qui reste. Mais c'est fragile, hein. C'est très fragile. Bon. Ça, on dira que c'est un problème qui est relativement vite dépassé. Les autres problèmes, on les a sous le coude qui apparaissent. C'est RC. Ça, je vous dirais qu'il y a quelques difficultés, mais je ne les aborderai pas avec vous. Mais on a quand même un problème quelquefois d'estimation de la dette financière et du coût de la dette financière, notamment pour les entreprises qui ont emprunté plusieurs fois d'affilée. Mais bon, moi j'ai surtout ceci qui m'interpelle. R petit c. Donc le coût des fonds propres. Comment j'obtiens le coût des fonds propres? Vous avez dû voir que le coût des fonds propres s'obtient grâce à une formule qui s'appelle le MEDAF, modèle d'évaluation des actifs financiers. Vous vous rappelez de ça? Oui. Super. C'est la bonne nouvelle. Du coup, ce qui fait que, monsieur, on l'établit avec le résultat financier, le bêta et puis les primes de risque, c'est ça? Ouais. D'accord. Bon, je vais essayer de vous le mettre ça proprement parce que moi, j'ai mon tableau blanc, j'ai pas tout ce qu'il faut pour bien le faire. Je vais dire, le MEDAF me dit la chose suivante. Ce fameux coût des fonds propres, R petit c, c'est égal à la rentabilité d'un actif sans risque. Alors, je ne sais plus si vous êtes habitué à RF ou R0, je ne sais pas ce qu'on vous a mis comme formule.
RF. RF? Eh ben, je vous mets du RF. Donc, taux de rentabilité d'un actif sans risque, plus bêta fois, le bêta du titre, multiplié par la prime de risque du marché, PRM. Ça, c'est votre MEDAF. C'est votre MEDAF, pardon. Ça marche pour vous? Et là, c'est le début des ennuis. Je vais m'attarder sur le MEDAF un petit moment, enfin un gros moment. Mais le MEDAF, on l'utilise pour quoi? Pour quel type d'entreprise? Les entreprises cotées? Ouais. Donc, je vais vous marquer ça quelque part. MEDAF utilisé pour les entreprises cotées en bourse. Ok, c'est bien. On a combien d'entreprises cotées en bourse en France? 40. Non, non. Ça, c'est par exemple la bourse de Tunis, mais c'est pas la bourse de Paris. En vrai, je dirais 200. Grimpé. 7000. Ouais, restons calmes quand même. Vous avez de l'enthousiasme, mais il ne faut pas monter comme ça. Non. Je vais arrondir aux alentours d'1 millier d'entreprises cotées en bourse. Vous avez les entreprises qui sont sur Euronext, donc tout ce qui est Eurolist, déjà, qui est concerné. Mais après, vous avez aussi le marché libre, l'Alternex, etc. On arrive à peu près à 1 millier, ça fluctue à quelques dizaines près chaque année. Donc là, j'ai un MEDAF qui, pour 1000 entreprises, me permet d'obtenir le coût des fonds propres, donc le CMPC. Nickel. Bien. Combien j'ai d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse? Je rajouterai, mais il y a des millions d'entreprises non cotées en bourse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour le MEDAF, vous n'avez pas de bêta qui soit utilisable, puisque vous n'avez pas de cours de bourse. Ce qui veut dire qu'en fait, le MEDAF, comme le CMPC, ça concerne 1 millier d'entreprises et des millions d'autres que vous voudriez pouvoir évaluer. Il faudra qu'on voit s'il n'y a pas une possibilité de s'en sortir d'une manière ou d'une autre, mais en sachant que la formule que je viens de vous mettre n'est pas utilisable, en tout cas telle qu'elle. Vous me suivez? Alors, je vais vous le dire plus crûment. Pour ceux qui ont fait des calculs d'actualisation par le passé, des petits exos, etc., on vous donnait de quoi calculer tout ça. Et bien, vous vous êtes fait arnaquer de première, parce que, à moins que ce soit une société cotée en bourse, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Et vous prenez la quasi-intégralité des bouquins de finance, BTS, comptabilité, gestion, DCG, etc., DSCG, tout ce que vous voulez, Master CCA et compagnie.
la plupart des applications qui sont dedans font comme si de rien n'était en sifflotant, en vous disant l'entreprise machin chose, voilà le bêta, voilà le machin truc, calculez le taux, ou voilà le taux qu'on a calculé, actualisé. Ouais, mais sauf le problème, c'est que s'il n'est pas coté en bourse, vous n'avez pas l'outil pour pouvoir actualiser. J'y reviendrai après. On va se faire un petit plaisir là-dessus. Donc ça, c'est nos premiers soucis. On va dire que le MEDAF, dans un premier temps, on va s'en occuper. Le MEDAF, j'ai plusieurs choses qui vont m'embêter. J'ai ceci, dans un premier temps, qui va m'embêter. J'ai ceci aussi qui va m'embêter. Et j'ai ceci qui va beaucoup m'embêter dans le MEDAF. Oui, il y a du sport qui se prépare. Alors, regardez la formule pas loin. On va régler 2-3 petites choses. On a des comptes à régler ce matin avec tout ça. Je vais commencer donc par le taux sans risque. C'est quoi ce taux sans risque, vous vous en souvenez? On vous a expliqué ce que c'était? Ou pas? On est plutôt sur Paris? Non, on ne nous a pas expliqué concrètement ce que c'était, monsieur. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux sans risque. Ou plutôt, c'est le taux d'un emprunt sans risque. Donc, en fait, le taux que vous trouvez qui est le plus faible sur un marché financier. Et historiquement, c'est celui des emprunts d'État. Notamment des emprunts obligataires, qui représentent plus largement des 2/3 des emprunts d'État. En France, ce qui est très utilisé, c'est ce qu'on appelle les OAT, obligations assimilables du Trésor. Bon. C'est bien? D'accord. Est-ce que quand je vous dis qu'aujourd'hui, le taux des États sont sans risque, enfin, les emprunts des États sont sans risque, est-ce que c'est quelque chose qui est une affirmation toujours vraie? Non. Ben non. Et puis même si ceux qu'on nous présente sans risque, il faut quand même se poser des questions. Si par exemple, je vous dis aujourd'hui, n'y voyez pas un quelconque jugement de valeur, mais je m'intéresse à une entreprise égyptienne. Vous sentez que ça va être facile, ça à trouver ou pas? Le taux sans risque. Ça va se discuter. Si je vous prends la Russie, le taux sans risque. Compliqué. Tiens, j'en ai un bon sous le coude. D'habitude, je donne celui-ci. La Grèce. Est-ce qu'aujourd'hui, vous investiriez dans des emprunts d'État de la Grèce? Non. Pas trop, hein. Ça se complique, hein. Vous voyez, déjà, j'ai un certain nombre de pays. Quand je vous dis taux d'un emprunt d'État sans risque, vous dites, oula, sans risque? Bon, ok, pas trop. États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez des emprunts américains? C'est déjà plus stable que la Grèce. Ouais. Est-ce que je vous ai déjà posé la question de combien est le montant de la dette de l'État américain? Hors État fédéré, etc. Seulement l'État fédéral.
C'est plus de 100% de leur PIB, je Ouais, crois. est-ce que vous pouvez me donner un montant? Je crois que c'est de l'ordre de 150% de leur PIB. Donc ça représenterait, on va dire, 25 milliards, 25 000 milliards, Là, je on est mieux. pense. Dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'on approchait les 24 000 milliards de dollars. Non, dollars, pas livres sterling. Bon, je ne sais pas vous, mais un État qui est à 24 000 milliards de dollars de dette, vous pensez que c'est sans risque? Bon, on peut dire la même chose de la France, hein, où on est sur des milliers de milliards d'euros de dette, et dans la période actuelle, je trouve que l'addition est en train de grimper. Bon, là, on a quelque chose qui commence à nous poser des petits soucis. Mais bref, on va dire que ce qu'on nous donne dans les énoncés, c'est du nickel, on va le prendre comme ça. Mais gardez bien ça en tête, aujourd'hui, trouver un emprunt sans risque, ça se complique. Et dans certains États, c'est même quelque chose d'ultra compliqué. Comme ça, je me l'efface pour récupérer de la place. Bon. Deuxième petite chose, on va regarder. Le bêta. Alors le bêta, vous vous rappelez peut-être comment il se calcule. C'est toujours un vrai bonheur. Le bêta, pour l'obtenir, vous vous rappelez, je prends la covariance entre la rentabilité du titre de la société que j'étudie et la rentabilité du marché, au sens marché financier, que je divise par la variance de la rentabilité du marché. Et ça vous donne votre bêta. Monsieur, j'ai une question. Ouais. RF, c'est pas aussi lié au risque interne du titre et du coup, on part du principe qu'on peut diversifier du coup nos titres et du Alors, coup, on peut éviter. Enfin, on part du principe que du coup, ce risque n'est pas rémunéré. ouais, alors vous pouvez aussi le faire apparaître comme étant une différence entre deux taux de rentabilité. Ok. Mais quoi qu'il en soit, on retombe sur le problème initial. C'est qu'on a un taux qui est un taux d'état. Je reviens sur le bêta, qui est donc covariance, etc. etc. Bon. Vous avez sans doute pu voir comment il fonctionnait, le bêta. Si je vous dis par exemple que j'ai un bêta de 2, vous me l'interprétez comment? La société X a un bêta de 2, ça vous sert à quoi, concrètement? Bah, elle est corrélée au marché. Ouais, mais comment? Bah, de manière positive, c'est-à-dire que si le marché va à la hausse, elle va aussi à la hausse. Et c'est une De forte corrélation. On va mettre combien? Ah, ça, je sais pas. Alors, le bêta, en fait, quelque chose de plutôt assez sympathique. Faut le comprendre de la manière suivante. Si la rentabilité du marché augmente, par exemple, de 10%, normalement, le titre qui m'intéresse devrait lui connaître une augmentation de sa rentabilité de 2 fois 10%. L'inverse est vrai. Si vous avez une baisse de 10% de la rentabilité du marché, donc si par exemple vous avez l'indice boursier phare qui baisse de 10%, eh bien votre titre, lui, devrait connaître une rentabilité de son cours qui baisse de 2 fois 10%. Donc quand vous êtes sur des bêtas qui sont supérieurs à 1, ben, ça veut dire que vous avez un titre qui surperforme le marché.
Donc des titres qui sont censés être intéressants lorsque vous avez l'indice boursier, par exemple, qui est en période de croissance. Certains titres sont à repérer parce qu'ils vont faire mieux. Si vous êtes pile égal à 1, ben votre titre suit exactement le marché. Quand le marché prend 10%, lui prend 10%. Quand il perd 10%, lui aussi perdra 10%. Et puis vous avez le cas où vous pouvez avoir un bêta qui est un bêta négatif. Alors le côté égal à 1, pardon, c'est aussi ce qu'on appelle un blue chip, c'est-à-dire un placement de père de famille. Vous ne prenez pas de gros risques. Et puis vous pouvez avoir des sociétés qui ont des bêtas qui sont inférieurs à 0, qui sont négatifs. C'est en fait qui sont complètement à l'inverse de ce que fait le marché. Par exemple, si vous avez un bêta de -2, ça voudra dire que lorsque le marché connaît une rentabilité qui augmente de 10%, votre titre a une rentabilité qui va perdre 20%. À l'inverse, lorsque le marché va perdre en rentabilité, votre titre, lui, va gagner en rentabilité. On est sur du contre-cyclique. Donc, lorsque vous êtes sur des marchés qui sont en train de s'effondrer, ces sociétés-là, c'est bien de les connaître parce que c'est celles-là qui vont prendre de la valeur. Par exemple, quand vous étiez dans les années 2007-2008, où tous les titres connaissaient une grosse baisse de leur cours, vous en avez quelques-uns qui sortaient du lot. Par exemple, vous aviez les sociétés qui avaient des mines d'or qui ont vu exploser leur cours en bourse. Parce que l'or étant une valeur refuge, tout le monde s'est dit, ces sociétés qui possèdent des mines d'or, mais il y en avait certaines, c'était du diamant par exemple, ces matières précieuses vont forcément être des valeurs refuges, tout le monde va en vouloir. Donc les sociétés qui exploitent les mines et qui vendent ces matières précieuses sont des sociétés qui prennent de la valeur. C'est un truc vachement intéressant à suivre en 2007-2008, de voir ces sociétés qui avaient leur cours en bourse qui explosaient à la hausse quand tout le reste s'effondrait. Voilà donc ce bêta. Donc, il y a plein de petits questionnements. Vous avez cours après?